Et mon sujet est la langue est une constellation des langues qui s'entrecroisent et donc dans la direction de l'inclusion. À mon avis, la langue n'est pas seulement un instrument de communication, mais aussi une vision de la vie qui nous permet, petit à petit, de construire notre identité, soit culturelle, soit émotionnelle. On parle en effet des langues maternelles, car les premiers mots d'une langue, on les apprit dans les moments de tendresse, au moment de repas, de se coucher, paroles qui nous donnent en même temps l'amour, la culture et nos premiers points de repère. Donc là où les langues avec lesquelles on grandit sont très importantes dans la formation d'une personne, laquelle peut ainsi acquérir une identité plurielle, liée à plusieurs appartenances linguistiques, comme d'ailleurs une telle identité plurielle peut résulter de l'expérience de la vie dans plusieurs pays. Comme le raconte l'écrivain franco-libanais, membre de l'Académie française Amin Maalouf dans son livre « Les identités meurtrières », une langue pure n'existe pas, comme d'ailleurs n'existe pas une race pure. Et ce n'est pas question morale, c'est avant tout une question de réalité. C'est une abstraction, la pureté, parce que la langue, au contraire, est une matière vivante qui, si elle devait être codifiée, une fois pour toutes, risquerait de s'étouffer. Elle resterait alors comme une mémoire culturelle, mais risquerait de devenir une langue morte, comme les Grecs, les Latins ou l'arabe classique, et de n'être plus que la langue de la religion et éventuellement de la littérature, loin de la pratique de peuple. En tout cas, l'arabe classique, comme le latin ou le grec, ont joué un rôle très important au niveau politique pour la création des nations au cours du XVIIIe siècle en Europe ou pour l'affirmation de leur souveraineté au cours du XXe siècle dans beaucoup de pays arabes. Les langues classiques étaient, sont et doivent rester la mémoire des peuples, bien sûr, mais il importe de ne pas oublier que ces langues, à présent mortes, entre guillemets, se sont constituées en absorbant des mots et des concepts qui venaient d'autres langues ou d'autres civilisations. Cette accumulation, interprétation linguistique raconte l'histoire des rencontres entre les peuples. Beaucoup des mots de l'arabe classique, je ne dis pas du tunisien, sont d'origine farsi, les personnes par exemple, ainsi que l'italien. Dans l'italien, on trouve nombre de mots, plus qu'on croit, qui viennent de l'arabe et non ou du latin. Et on parle de l'italien d'antan, pas d'une contamination récente. La codification de la langue pour la mettre à l'abri des contaminations risque donc de l'étouffer, alors qu'il n'existe pas une seule langue au monde qui ne soit nourrie que par elle-même. C'est la raison pour laquelle, lors de l'apprentissage d'une langue, l'on est naturellement conduit à rencontrer d'autres langues. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe au cours du XIXe siècle? La création des nations et la nécessité qui en a résulté de réaliser une communauté unie sous les mêmes règles ont conduit à l'adoption d'un seul drapeau, d'une seule langue, souvent d'une seule religion reconnue dans la Constitution, et encore d'un seul peuple. Toutefois, très souvent, l'État a imposé la pensée unique et en conséquence contribué à beaucoup affaiblir la richesse de la différence culturelle, sinon des groupes sociaux au nom de la classe dirigeante plus forte et plus puissante. En Italie, par exemple, à l'époque de l'unification, en 1861, le nouvel État a été confronté avec la plaie de l'analphabétisme. Adopter une langue nationale suivie d'une politique nationale a été la bonne solution dans ces cas. Les dialectes ont été de plus en plus méprisés, considérés comme un signe d'ignorance, malgré l'existence d'une littérature dialectale souvent très riche. En conséquence, en Italie, par exemple, le théâtre en dialecte est pratiquement disparu. À cela s'est jointée la nécessité pour un pays de se présenter dans des concerts internationaux des nations avec une identité forte et bien reconnaissable, faisant de la langue officielle une autre forme de drapeau. Une autre conséquence du nationalisme linguistique a été la disparition des langues minoritaires, prélude à l'exclusion de leurs locuteurs ou à l'assimilation d'une certaine partie de la population. L'écrivain gréco-turc Petros Markaris raconte l'Istanbul d'autrefois comme la ville des cultures, une ville où l'on pouvait entendre parler 7 langues différentes dans les mêmes quartiers. Mais à partir d'Atatürk, s'est produite une progressive diminution de cette richesse et parallèlement une diminution graduelle de la liberté d'expression. Le même phénomène s'est produit en Algérie, où les langues berbères ou tamazighs ont été écrasées soit par les Français, soit par les Arabes, puis enfin par les Algériens francophones ou bien arabophones.
C'est ainsi que la voix des Berbères n'a pas été écoutée pendant longtemps. Or, les mots berbères, amazir, au pluriel imazigen, signifient tout au contraire les hommes libres. Les langues berbères forment une branche de la famille des langues chamito-sémitiques ou afro-asiatiques ou afrasiennes. Elles couvrent une vaste aire géographique de l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, ainsi que le Sahara et partie du Sahel ouest africain, avec de nombreux locuteurs au Mali et au Niger. On en dénombre une quarantaine de variétés. Il n'existe pas de chiffres officiels concernant le nombre de berbérophones, mais on estime le nombre de locuteurs à plus de 45 millions. L'avantage est que la langue tamazight a une grammaire et toute une littérature qui est maintenant enseignée dans des universités marocaines et même algériennes. Récemment, lorsque le journaliste et écrivain algérien, qui est un ami à moi, Hamid Green, est devenu ministre de la Culture en Algérie, l'obligation de l'étude d'une de ces langues nomades, entre guillemets, a été introduite dans les écoles de journalistes pour contribuer à une information ouverte. Et c'est une question très très importante. Dès lors, les populations du désert ont pu fêter leurs fêtes de leur calendrier et de plus en plus de festivals sont dédiés à la culture berbère. C'est là le pouvoir d'une langue. Et en Tunisie, existe officiellement un système bilingue, on dirait trilingue en réalité, qui fait partie de l'histoire de ce peuple, bien sûr. Alors pourquoi ne pas rendre une langue officielle les Tunisiens comme le voudraient certains? Cela ne veut pas dire, à mon avis, qu'ils doivent substituer l'arabe classique parce que cela représenterait une perte. Chaque langue a sa valeur, son rôle à jouer et toutes les trois peuvent parfaitement cohabiter. Concernant le débat actuel sur la langue tunisienne, il faut considérer, pour ce que j'ai pu remarquer, qu'il y a deux courants qui s'opposent parmi les intellectuels. L'un vise à codifier la derge et l'autre considère qu'une codification pénaliserait la richesse de l'esprit vital de la langue, car le tunisien est surtout une langue très vivante. Quant à la présence de la langue tamazight en Tunisie, il s'agit à mon avis d'une autre composante à prendre en compte, bien que sa diffusion soit très faible. Ces locuteurs ne représentent, selon ce que j'ai pu trouver et lire, qu'à peu près entre le 1 et les 5% de la population. Mais c'est quand même intéressant de vérifier cette chose. Il faut souligner d'ailleurs que les mouvements des berbères en Tunisie ont connu une poussée importante après le 14 janvier 2011 et la révolution tunisienne. Plusieurs associations berbérophones se sont constituées, des marches revendiquant la renaissance de la langue et des droits culturels ont eu lieu. En conséquence, il me semble que face au débat relatif à la formalisation du tunisien, il importe de ne pas oublier les autres langues du pays. Je voudrais rappeler en conclusion que l'écrivain algérien Assia Gebar, francophone, a écrit en français en employant cette langue comme un butin de guerre, selon l'expression de l'écrivain kabyle Kateb Yassine, pour traduire dans un langage universel qui a joué le rôle d'un pont universel ces langues surtout parlées par les femmes tamazighs. Assia Gebar a su conserver la sonorité de leur langue dans sa traduction française. C'est un choix politique et ce n'est pas la seule solution, bien sûr. Ce que je vais dire pour terminer est qu'on doit aller vers l'ouverture à l'inclusion, au contraire de ce qu'il s'est passé en Italie par exemple, chaque fois qu'a ressurgi un débat sur l'utilisation des dialectes. Il importe, à mon avis, construire un univers linguistique qui soit, comme la société qui reflète pluriel et inclusif. Et c'est pour cela que j'ai apprécié beaucoup ce qu'il a dit M. Turki. Notre démarche sera descriptive et non pas prescriptive. Merci bien. Merci.